Vous pouvez faire taire 50 sages par un seul fait, mais vous ne ferez pas taire un idiot, même avec 50 vérités. Cette affirmation, incisive et troublante, résonne comme un cri étouffé au cœur de l'effondrement intellectuel silencieux de notre époque. Elle est un appel à la raison, une sirène qui nous alerte de l'abîme vers lequel nous sommes en train de glisser, ou peut-être dans lequel nous sommes déjà submergés depuis longtemps, sans même nous en apercevoir. Et si la menace la plus grave que nous affrontons aujourd'hui n'était pas l'ignorance pure et simple, mais quelque chose de plus insidieux, de plus perfide, l'illusion du savoir. Nous vivons à une époque qui nous offre un accès illimité à des informations en quantité et en rapidité jamais imaginées. Pourtant, malgré cette abondance, nous manquons cruellement de sagesse. C'est comme être entouré d'un océan d'eau salée, incapable d'étancher la soif, ne faisant que l'exacerber. Le paradoxe moderne se révèle cruel. Nous sommes inondés de contenu, mais affamés de sens. Jamais les voix n'ont été si nombreuses, et pourtant si rares sont les oreilles prêtes à écouter. Et plus rares encore, les esprits formés à discerner. Chacun donne son avis, mais presque personne ne questionne. Le vacarme des certitudes a remplacé le murmure prudent du doute. Sans nous en rendre compte, nous forgeons une génération dont le signe distinctif n'est pas l'ignorance brute, mais la stagnation mentale déguisée en certitude. Une génération émotionnellement réactive et intellectuellement passive. Une collectivité qui a délégué son autonomie de pensée aux algorithmes, aux influenceurs et aux formules choc. Mais alors, qu'est-ce qui a conduit à cette transformation structurelle de notre manière de penser ou de ne pas penser? Dans cette réflexion approfondie, nous plongerons non seulement dans les causes, mais aussi dans les conséquences dévastatrices de ce phénomène. La dégénérescence de la pensée critique, la séduction des bulles idéologiques, la manipulation émotionnelle travestie en information et les chemins possibles, aussi exigeants soient-ils, pour rallumer la flamme de la lucidité en ces temps d'obscurité intellectuelle. Préparez-vous. Il ne s'agit pas simplement d'une analyse, c'est une provocation existentielle. Penser, véritablement, est un acte humain. Mais penser avec profondeur, avec esprit critique, avec méthode et humilité, voilà un exploit rare. La pensée critique, en tant qu'outil de lucidité et rempart contre l'erreur, ne surgit pas spontanément. Elle est une discipline patiemment cultivée, affinée au fil des siècles. Cette faculté représente non seulement l'un des plus grands accomplissements de l'esprit humain, mais elle est également la plus menacée par les facilités modernes. Et pour comprendre la gravité de son érosion, il nous faut remonter aux origines mêmes de la philosophie occidentale. Tout commence avec un homme qui ne laissa aucun écrit, mais dont les paroles résonnent encore aujourd'hui. Socrate. Tandis que les citoyens d'Athènes se laissaient se séduire par des discours ornés et des rhétoriques envoûtantes, Socrate arpentait les rues, interpellant les hommes les plus influents de la cité avec des questions simples, mais dévastatrices. Tu dis savoir ce qu'est la justice, mais comprends-tu vraiment ce que tu affirmes? Tu proclames chercher la vérité, mais as-tu seulement examiné les fondements de ta propre pensée? Sa méthode, que l'histoire a retenue sous le nom de méthode socratique, était celle de l'inconfort. Un dialogue qui creuse, déstructure, met à nu les certitudes apparemment solides. Pour Socrate, la véritable sagesse naissait de la confession honnête de l'ignorance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette phrase, souvent perçue comme un paradoxe, est en réalité le socle de toute pensée lucide. Elle exige une humilité intellectuelle. Et c'est précisément cette attitude qui valut à Socrate l'accusation de corrompre la jeunesse d'Athènes et de remettre en question les dieux de la cité. Sa sentence, la mort. Son ultime choix, boire la ciguë et mourir au nom d'un principe,
la liberté de penser par soi-même. Après sa mort, l'héritage socratique fut porté par son disciple Platon, qui systématisa ses réflexions sous forme de dialogues immortels. Platon nous invita à quitter la caverne des illusions, puissante métaphore de l'ignorance collective, pour affronter la lumière de la vérité, même si elle nous aveugle au départ. Aristote, élève de Platon, donna à la pensée critique sa structure logique. Il établit les fondements de l'argumentation rationnelle. Pour lui, raisonner, c'était comme construire un édifice, avec des prémices solides, des inférences rigoureuses et des conclusions claires. Il ne s'agissait pas simplement de penser, mais de penser avec méthode, avec cohérence interne, clarté et rigueur. Pendant des siècles, ces enseignements ont façonné les fondements du savoir en Occident. Mais c'est au moment des Lumières, bien plus tard, que la pensée critique fut redécouverte comme force de transformation. Le philosophe allemand Immanuel Kant définissait les Lumières comme la sortie de l'homme de sa minorité intellectuelle, dont il est lui-même responsable. Son mot d'ordre, sapere aude, ose savoir, résumait une invitation à la rébellion cognitive. Pense par toi-même, remets en question les dogmes, défie les vérités établies, même lorsqu'elles sont scellées par l'autorité. D'autres penseurs de cette époque, Voltaire, Rousseau, David Hume, René Descartes, ont également contribué à cette dynamique. Leurs approches variaient, mais ils convergeaient sur un point essentiel. La raison n'est pas un privilège réservé aux érudits, mais un outil indispensable à la vie en société. Le doute n'est pas une faiblesse, mais le premier pas vers la sagesse. Ce mouvement a transformé le monde. Les révolutions politiques, scientifiques et sociales des XVIIIe et XIXe siècles furent nourries par cette posture mentale. C'est sur cette base que sont nées les démocraties modernes, les systèmes juridiques équitables et les piliers de la science empirique. Mais aujourd'hui, nous assistons à une régression, un retour non pas à l'ignorance originelle, mais à quelque chose de pire, une ignorance drapée de certitude. L'arrogance de l'opinion qui croit savoir, sans jamais avoir véritablement pensé. Et c'est là le plus grand danger de notre époque, non pas l'analphabétisme de l'information, mais la mort du doute. Pendant des millénaires, la pensée critique fut le privilège de quelques-uns. Elle était cultivée dans les écoles philosophiques, les universités, les monastères ou les salons littéraires. Cependant, avec la démocratisation de l'éducation, l'essor des technologies de l'information et l'arrivée d'Internet, on croyait entrer dans une ère nouvelle, celle de la lucidité collective, de l'éveil généralisé. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Au lieu de devenir plus sages, nous sommes devenus plus pressés, plus réactifs, plus superficiels. L'élargissement de l'accès à l'information ne s'est pas accompagné d'un développement proportionnel de notre capacité à l'analyser. Aujourd'hui, nous consommons plus de contenu que jamais, mais nous réfléchissons moins que jamais. Ceux qui façonnent aujourd'hui la pensée collective ne sont plus les philosophes, les scientifiques, les professeurs ou les chercheurs. Ce sont les communicants charismatiques, des personnes qui maîtrisent l'art de parler, mais pas toujours la responsabilité de ce qu'elles disent. Ce que ces figures produisent, ce n'est pas de la réflexion, mais de l'adhésion. Elles ne forment pas des penseurs, mais des suiveurs. Plus c'est bruyant, plus c'est populaire. Plus c'est extrême, plus c'est rentable. La raison n'a pas sa place dans un théâtre gouverné par le spectacle. Ce glissement de l'autorité intellectuelle vers le charisme médiatique a eu des conséquences profondes. La critique a été remplacée par les likes, l'argument par la punchline, le contenu par le divertissement. La pensée critique n'a pas disparu soudainement. Elle a été étouffée, lentement, affaiblie par une overdose de stimuli
banalisé par l'excès d'informations décontextualisées et rendu superficiel par une culture de l'instantanéité. Imaginez vouloir étancher votre soif en buvant à une lance à incendie. Voilà la métaphore parfaite de ce que subit notre cerveau. Un bombardement constant de données, notifications, vidéos, mèmes, titres chocs et formules toutes faites. Nous vivons le paradoxe de l'ère numérique. Nous avons à notre disposition plus de connaissances que n'importe quelle civilisation avant nous. Et pourtant, notre capacité à absorber, filtrer, relier et méditer ces connaissances est en train de s'atrophier. Chaque glissement de doigt sur un fil d'actualité est une dose de dopamine. Chaque clic est un encouragement à continuer à courir, sauter, consommer. Or, penser exige l'inverse. Cela demande pause, silence, espace mental. Le cerveau humain n'a pas évolué pour traiter des millions d'informations en simultané. Il est biologiquement programmé pour réagir vite à des menaces concrètes et prendre des décisions simples sur la base de schémas familiers. Exposé au chaos informationnel du monde numérique, il active des raccourcis mentaux pour survivre. Le prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, dans son œuvre magistrale « Système 1, Système 2 », les deux vitesses de la pensée, décrit cette dynamique. Nous utilisons deux systèmes cognitifs. Le système 1, rapide, intuitif, automatique, et le système 2, lent, délibératif, réfléchi. C'est dans le système 2 que réside la pensée critique, mais il est paresseux. Et plus nous vivons dans un état d'urgence mentale, toujours pressé, toujours sollicité, toujours sur le qui-vive, moins il se manifeste. La conséquence est dramatique. Nous devenons d'excellents navigateurs de la surface, mais de piètres explorateurs des profondeurs. Spécialistes du balayage rapide, mais analphabètes de l'interprétation. Dans un monde où l'information est à portée de clic, la question qui devrait nous troubler n'est plus « Que sais-tu ?» mais plutôt « Comment penses-tu ce que tu sais ?» Pourquoi réfléchir si je peux simplement poser la question à Google? Voilà la logique, subtile mais destructrice, qui gouverne l'esprit contemporain. Peu à peu, et sans en prendre conscience, nous avons remplacé la réflexion par la recherche, la mémoire par l'indexation, l'analyse par l'assimilation mécanique. Les outils numériques, calculatrices, GPS, assistants vocaux, algorithmes de recommandation, plateformes vidéo, nous promettent efficacité et rapidité. Mais ils nous livrent également quelque chose de plus sombre, l'aliénation de notre propre pensée. Nous ne raisonnons plus, nous cherchons des réponses, nous n'élaborons plus, nous consommons des résumés, nous ne construisons plus le savoir, nous accumulons des fragments. Ce phénomène porte désormais un nom en sciences cognitives, l'effet Google, aussi appelé amnésie numérique. Des études montrent que les personnes qui utilisent très fréquemment les moteurs de recherche présentent une moins bonne rétention des informations, une capacité argumentative affaiblie et une dépendance accrue aux sources extérieures. Autrement dit, plus vous laissez la technologie penser à votre place, moins vous exercez le muscle de la pensée critique. Penser ne consiste pas simplement à connaître la réponse. Penser, c'est comprendre le contexte, questionner les prémices, relier des idées a priori disjointes et surtout, tolérer l'incertitude jusqu'à ce qu'elle mûrisse en clarté. La pensée critique demande du temps. Elle exige l'inconfort du doute. Elle réclame la disposition à rester en silence face à une question encore non résolue. Mais qui, aujourd'hui, en a le temps? Qui supporte encore l'inquiétude du doute sans se précipiter vers une vidéo de 5 minutes qui explique tout en infographie? La culture de la vitesse nous conditionne à rechercher l'immédiat, mais elle détruit la profondeur. Dans cet écosystème d'attention fragmentée, un nouveau profil d'individu émerge, l'informé impulsif. Cette figure, de plus en plus fréquente, se caractérise par 3 traits majeurs.
Elle croit en savoir beaucoup, mais comprend très peu. Elle forme ses opinions sur des impressions, non sur des investigations. Elle réagit avant de réfléchir. Le plus grand problème, c'est que cet individu n'ignore pas la complexité. Il la méprise. Et c'est pourquoi il tombe aisément dans l'un des phénomènes les plus redoutables de la psychologie cognitive, l'effet Dunning-Kruger. Ce biais décrit un paradoxe tragique. Plus une personne est ignorante, plus elle se sent compétente. Son ignorance est si profonde qu'elle ne perçoit même plus ses propres limites. Et ce type d'ignorance n'est pas silencieux. Bien au contraire, il est tapageur, ostentatoire, agressif. Et c'est justement pour cela qu'il est largement diffusé et accepté dans une époque de superficialité intellectuelle. Imaginez un esprit entouré de miroirs où tout ce qu'il perçoit n'est pas le monde, mais le reflet de lui-même. Cette métaphore, aussi dérangeante soit-elle, décrit avec justesse l'état mental de milliards d'individus au XXIe siècle. Nous vivons sous l'emprise de l'un des mécanismes cognitifs les plus enracinés, les plus pernicieux et pourtant les plus invisibles, le biais de confirmation. Il s'agit d'un défaut mental qui nous pousse à accepter spontanément tout ce qui confirme nos croyances et à rejeter tout aussi facilement ce qui les remet en question. Vous pensez avoir choisi vos idées, mais bien souvent, ce sont elles qui vous ont choisi. Depuis l'enfance, nous sommes façonnés par des systèmes culturels, des doctrines religieuses, des structures familiales, des récits sociaux et des idéologies invisibles. Ces systèmes agissent comme des lentilles à travers lesquelles nous percevons et interprétons le monde. Or, ces lentilles ne sont pas neutres. Elles déforment, sélectionnent et filtrent uniquement ce qui s'aligne avec ce que nous tenons déjà pour vrai. Quand vous dites « cela a du sens pour moi », ce que vous exprimez souvent est « cela correspond à ce que je pense déjà ». Dans le monde analogique, ce biais était déjà un défi. Mais dans l'univers numérique, il a été multiplié à l'infini. Les plateformes comme YouTube, Instagram, TikTok ou X, anciennement Twitter, ne se contentent pas d'identifier vos préférences. Elles les amplifient. L'algorithme observe vos clics, vos likes, vos partages et vous renvoie exactement ce qui alimente vos convictions. Le résultat, la formation de bulles cognitives, de véritables chambres d'écho où tout et tous sont d'accord avec vous. Et lorsque par hasard, une idée contraire surgit, votre réaction n'est pas la curiosité, mais l'hostilité. Vous ressentez de la colère, du mépris, du rejet. Pourquoi ? Parce que votre cerveau a appris à associer la contradiction à une menace. Et pour l'esprit humain, toute menace doit être neutralisée, non comprise. Cette dynamique engendre un individu cloisonné, stérile au doute, incapable de cohabiter avec la contradiction. Il évolue dans un environnement où tout confirme ce qu'il pense, où toute voix extérieure est disqualifiée d'avance. Cela produit d'abord une sensation de sécurité, mais très vite, cela étrangle le questionnement. Et sans questionnement, la lucidité s'éteint. Le biais de confirmation est séduisant parce qu'il économise de l'énergie mentale. Reconsidérer demande de l'effort. Confirmer est confortable. Penser est douloureux. Acquiescer est anesthésiant. Ainsi, l'individu moderne préfère préserver son ego plutôt qu'élargir sa raison. Lorsqu'il est confronté à une opinion opposée, il ne dit pas « intéressant, je n'y avais jamais pensé ainsi ». Il dit « ce type est un idiot, un vendu, un aliéné ». La critique devient attaque, la divergence, conflit, le dialogue, sarcasme. Pire encore, le biais de confirmation est devenu le ciment des tribus contemporaines. Groupes politiques, religieux, universitaires, spirituels, scientifiques, tous ont construit des narratifs identitaires si rigides,
que toute remise en question interne est perçue comme une trahison. Penser de manière critique à l'intérieur du groupe est vécu comme une forme d'hérésie. Remettre en cause sa propre foi, son parti, son chef, son clan est devenu un tabou. Ainsi, au lieu de former des penseurs libres, nous fabriquons des disciples conditionnés. Le plus troublant dans ce processus n'est pas l'erreur elle-même. C'est le fait que nous participons activement à notre propre enfermement mental, comme un antivirus qui, au lieu de bloquer l'erreur, bloque la vérité. L'individu en vient à ne voir que ce qu'il veut voir, n'entendre que ce qu'il souhaite entendre, croire seulement ce qui le conforte. Et plus il se sent conforté, moins il est disposé à évoluer intellectuellement. Les effets du biais de confirmation ne se limitent pas à l'individu. Ses conséquences s'étendent comme un brouillard toxique qui empoisonne le tissu du vivre ensemble en s'attaquant à 3 piliers fondamentaux: le dialogue, la compréhension et surtout la coexistence démocratique. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans une culture où l'écoute a été remplacée par la riposte immédiate. Personne n'écoute pour comprendre. Tout le monde écoute pour répliquer. Le but n'est plus de construire un sens commun, mais de remporter une bataille symbolique. Et dans cette arène chaotique, la vérité est devenue une victime silencieuse, étouffée entre les murs de la polarisation. La polarisation idéologique n'est plus un désaccord d'idées, mais une guerre d'identité. La politique, la religion, la science, la culture, tous sont devenus des champs de bataille où il n'existe que 2 camps, le nous et le eux. Ce climat est attisé par un carburant contemporain, le sensationnalisme. Si tout est urgent, rien n'est important. Ce principe résume à merveille la logique des médias modernes. À chaque instant, nous sommes assaillis par des alertes, des titres apocalyptiques, des crises artificielles, des promesses miraculées. Mais, en vérité, tout se répète. Exagération, bruit, drame. La pensée critique ne meurt pas seulement par absence de réflexion. Elle meurt aussi par asphyxie, étouffée par une surexcitation émotionnelle. Nous sommes maintenus en état constant d'alerte, d'anxiété, d'indignation. Et cet état émotionnel chronique nous vole 3 ressources essentielles à la clarté d'esprit: le temps, le silence et le courage. Au XXIe siècle, l'attention est devenue la monnaie la plus convoitée du monde. Et là où il y a rareté, il y a manipulation. Politiques, journalistes, influenceurs, publicitaires, plateformes numériques, tous ont appris que le moyen le plus efficace de capter votre attention n'est pas d'informer, mais d'alarmer. La peur, la colère, l'indignation activent les zones primitives du cerveau. Ce sont des émotions rapides, intenses, contagieuses. Alors désormais, il ne suffit plus de transmettre une information. Il faut choquer. L'équilibre ne devient pas viral. La nuance ne se vend pas. Cette logique a un coût terrible. Plus tout est exagéré, moins nous ressentons. L'absurde est devenu banal. Nous assistons à une guerre en vidéo, puis rions d'un mème, nous indignons d'une polémique et finissons la journée devant un tutoriel de 15 secondes sur la réussite. Notre cerveau, saturé, ne parvient plus à digérer. Et dans cet effondrement de la digestion émotionnelle, ce qui meurt, c'est l'empathie. Nous devenons cyniques, indifférents, engourdis. Par ailleurs, le sensationnalisme alimente la radicalisation. Les récits politiques et sociaux ne sont plus discutés par des arguments. Ils sont vendus comme des croisades morales. Tu es avec nous ou contre nous. Celui qui n'est pas d'accord est soit stupide, soit malveillant, soit dangereux. Ce manichéisme toxique anéantit toute possibilité de coexistence démocratique. Il transforme le débat en guerre sainte. Et dans ce contexte, la raison est perçue non pas comme une force, mais comme une faiblesse.
Penser de manière critique est un exercice de tolérance face à l'ambiguïté. C'est savoir que les questions complexes n'ont pas de réponse simple, qu'une personne peut avoir raison sur un point et tort sur un autre, que des idées opposées peuvent coexister et même s'enrichir mutuellement. Mais le sensationnalisme déteste la complexité. Il exige des certitudes rapides, des réponses définitives, des émotions fortes. C'est pourquoi celui qui se gave d'exagération chaque jour perd la capacité de réfléchir. Il devient émotionnellement impulsif et intellectuellement vulnérable. Nous avons perdu patience avec la vérité. Elle est lente, elle exige des nuances, elle dérange. Et pour une génération accro à l'indignation, rien n'est plus insupportable que d'attendre, de nuancer, de considérer. Nous nous méfions de tout et en même temps, nous croyons à n'importe quoi, car l'émotion a pris la place de la vérification. La sensation est devenue plus importante que la démonstration. Et sur ce sol instable, la pensée critique ne peut pas pousser. Dans un monde envahi par le bruit, la précipitation et la surcharge émotionnelle, penser de manière critique est devenu un acte révolutionnaire. Et, dans une certaine mesure, un acte de courage. Courage de faire une pause, courage d'observer, courage de ne pas réagir immédiatement, courage d'interroger sa propre pensée avant de pointer celle des autres. Aujourd'hui, la majorité des gens vivent en mode réactif. Ils se réveillent déjà plongés dans un flot de contenu, d'opinions, d'indignation, de notifications et de jugements instantanés. Ils forment des opinions, défendent des positions, prennent des décisions, sans jamais s'arrêter pour se demander « Pourquoi est-ce que je crois cela ? Cette idée m'appartient-elle vraiment ? Ou l'ai-je simplement absorbée ? Et si j'avais tort ? » Cette dernière question, en apparence simple, est l'un des outils de libération mentale les plus puissants qui soient, car elle désarme l'ego, dissout l'arrogance, ouvre un espace à l'humilité et permet à la pensée critique de s'épanouir. Penser de manière critique, ce n'est pas être sceptique envers le monde entier. C'est être sceptique envers ses propres certitudes. C'est adopter l'habitude socratique de questionner avant d'affirmer, d'écouter avant de répondre, de chercher à comprendre plutôt que simplement contredire. Lorsque quelqu'un exprime une idée marquante, votre esprit critique devrait poser 3 questions fondamentales. Quelle est la source de cette affirmation ? Dans quel contexte s'applique-t-elle ? Peut-elle être interprétée autrement ou contredite par une autre preuve ? Ce processus n'est pas naturel. Il doit être entraîné. Il demande de l'effort, de la répétition, un exercice quotidien. C'est pourquoi le premier pas vers la lucidité, en temps d'hystérie collective, est de cultiver une discipline mentale. Et cela commence par une capacité oubliée, la pause. Oui, la pause est un outil de résistance. Avant de partager, avant de s'indigner, avant de donner son opinion, arrêtez-vous, respirez, réfléchissez. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. C'est dans cet espace que réside la liberté. Et c'est aussi là que naît la lucidité. Un autre geste essentiel, s'exposer à l'inconfort intellectuel. Si vous ne consommez que des contenus qui renforcent vos convictions, vous êtes en train d'entraîner votre esprit à devenir une machine de confirmation et non une pensée critique. Lisez des auteurs dont les idées s'opposent aux vôtres. Discutez avec des personnes qui défient votre vision du monde, pas pour être d'accord avec elles, mais pour comprendre la complexité du réel. Car ce n'est pas en écoutant plus de la même chose qu'on fortifie la pensée critique, mais en affrontant le malaise du contradictoire. En outre, une pratique millénaire demeure l'une des plus puissantes, écrire pour penser. Écrire révèle là où nos idées sont mal formées. Prenez un concept que vous défendez, essayez de l'expliquer par écrit, avec logique, exemple et cohérence. Si vous bloquez, répétez, vous embrouillez, c'est que vous ne le comprenez pas aussi bien que vous le pensiez.
Écrire oblige l'esprit à organiser, sélectionner, relier et valider les idées. Et c'est dans ce processus que la pensée critique se clarifie et se raffine. Enfin, si nous désirons une société plus critique, il est impératif de réformer notre manière d'éduquer. L'école de demain, ou plutôt celle dont nous avons besoin dès aujourd'hui, doit abandonner la logique de la mémorisation et embrasser celle de l'investigation. Enseigner, ce n'est pas seulement transmettre du contenu, c'est apprendre à douter avec méthode, à argumenter avec respect, à penser avec indépendance. Les enseignants ne devraient plus être de simples répétiteurs de manuels, mais des facilitateurs de questionnement, des éveilleurs d'inconfort intellectuel. Les parents, quant à eux, doivent faire preuve de maturité en acceptant que leurs enfants les questionnent, sans punition, sans chantage affectif, sans autorité écrasante. Car un enfant qui interroge est un futur citoyen qui réfléchit. Et dans un monde qui a soif de lucidité, nous avons plus que jamais besoin de penseurs, non de suiveurs dociles. La pensée critique n'est pas un don réservé aux élus. C'est une discipline quotidienne, une posture d'humilité permanente, un choix conscient en faveur du doute. Elle commence par l'inconfort, se développe par la pratique et se maintient par le courage. Le courage de rester seul face à une question non résolue. Le courage de reconnaître que l'on s'est trompé, le courage de s'opposer à sa propre tribu, même si cela coûte du confort, du statut ou de l'appartenance. Dans un monde livré à l'automatisme, réfléchir en profondeur est un acte de rébellion. Et cette rébellion commence par une question dérangeante. Et si j'avais tort? Vous pouvez faire taire 50 sages par un seul fait. Mais vous ne ferez pas taire un idiot, même avec 50 vérités. Nous avons commencé par cette phrase. Et à présent, après ce long parcours de réflexion, elle ne résonne plus de la même manière. Son poids a changé. Sa portée est devenue plus profonde. Car peut-être, pour la première fois, vous avez osé regarder en face une possibilité aussi inconfortable que libératrice. L'idiot, ce pourrait être vous. Ce pourrait être moi. Ce pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Il ne s'agit pas d'une insulte, mais d'une alerte, d'un miroir, d'une invitation à l'autocritique. La stupidité dont il est question ici n'est pas absence d'intelligence. C'est un excès de certitude. C'est la rigidité d'une pensée qui refuse d'évoluer. C'est un esprit qui préfère le confort de l'illusion à la douleur de la croissance. Nous vivons une époque où il est très facile de paraître sage. Une belle diction, un décor soigné, un montage dynamique, et n'importe qui peut se faire passer pour un expert. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est de soutenir le silence du doute, de marcher à contre-courant de l'algorithme, de la tribu, de l'ego, de résister à l'impulsion de donner une opinion avant d'avoir construit une compréhension. L'idiot moderne n'est pas simplement désinformé. Il est informé, mais mal digéré. Il sait tout, mais ne comprend presque rien. Il consomme des vérités toutes faites, mais ne cuisine jamais sa pensée. Il a des certitudes jamais éprouvées, et les croit donc inattaquables. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à quelque chose de rare. Pensez en profondeur dans un monde qui célèbre la superficialité. Et pour cela, une question s'impose, peut-être la plus essentielle de toutes. Combien de vos idées résisteraient à une enquête honnête? Relisez cette question. Sentez l'inconfort qu'elle provoque. Ne l'ignorez pas, ne répondez pas trop vite. Portez-la avec vous, emmenez-la dans les embouteillages, au dîner, dans le silence de votre chambre. Laissez-la vous déranger, qu'elle fissure les certitudes que vous chérissez le plus. Et si, au terme de cet exercice, votre réponse est « peu », alors aujourd'hui pourrait bien être le jour le plus important de votre vie intellectuelle. Le jour où vous avez cessé de répéter. Le jour où vous avez commencé à penser. Pensez vraiment, avec méthode,
avec courage, avec humilité, et plus que tout, avec responsabilité. Car, en fin de compte, la pensée critique n'est pas qu'un exercice mental, c'est un engagement éthique, une promesse que l'on se fait à soi-même et au monde. La promesse de ne pas propager l'ignorance, même involontairement. De ne pas défendre des idées que l'on ne comprend pas, de ne pas juger ce que l'on n'a pas encore étudié. C'est le choix quotidien de descendre du piédestal du sachant et d'entrer dans le territoire fertile du doute. Car c'est dans le doute que fleurit la sagesse. Et dans le silence du doute, cet espace solitaire mais chargé de puissance. Renaît l'être humain le plus lucide, le plus conscient et le plus libre.